L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bienvenue dans l'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors c'est la deuxième fois que nous te recevons Grégoire et nous sommes ravis. Alors cette fois tu vas pas nous parler de ta scolarité. D'ailleurs j'invite tous nos auditorices à écouter ce premier épisode qui était super intéressant, qui nous a donné plein d'éclairages. Tu nous rappelles un petit peu qui tu es? Grégoire Borch, professeur de psychologie de l'enfant et de l'adolescent et de neurosciences collectives de l'éducation à l'université Paris-Cité, et je dirige un laboratoire du Centre national de la recherche scientifique, le laboratoire de psychologie de développement et de l'éducation de l'enfant, qui a la particularité d'être à la Sorbonne, dans le vieux bâtiment de la Sorbonne. On est une 60aine dans ce laboratoire et on essaie de comprendre quels sont les mécanismes de l'apprentissage dans le cerveau de l'enfant et de l'adolescent et de trouver des moyens de réduire un peu les inégalités éducatives en faisant des études sur le terrain. En tout cas, je sais que dès qu'il y a une conférence et qu'il y a le nom Grégoire Borch, les enseignantes se battent, non mais c'est pas une blague, se précipitent pour être inscrites ou pour pouvoir s'inscrire. Donc effectivement, ça a apparemment vraiment touché beaucoup de personnel de l'éducation nationale, tout ce que tu fais, tous les travaux que tu mènes. Et donc justement, nous, ce qu'on aimerait aborder avec toi aujourd'hui, donc avec Élise, donc on écrit des ouvrages qui s'appellent Pour une école de l'empathie. Donc on y travaille les compétences psychosociales, on propose des séances aux enseignantes et aux enseignants, et on aimerait mieux comprendre, même si on a déjà lu beaucoup de choses que tu as écrites, on aimerait mieux comprendre comment le cerveau de l'enfant et son développement est impacté par principalement la posture de l'adulte. Et ce qu'on aimerait te lire, c'est le passage où on te cite dans un de nos ouvrages et qu'Élise va lire. Bon, dans ce passage de notre ouvrage, on parle des critiques qui sont faites. Ça me fait penser, si vous avez écouté l'épisode précédent avec Grégoire, au saule pleureur. Donc ça me fait penser en fait aux critiques qui sont faites parfois pas forcément consciemment par les enseignants, les enseignantes aux élèves. Et donc le titre de ce petit passage où on te cite est « Quel effet produit ce type de critique ?» Donc, on a écrit, Grégoire Borch met en avant que le cerveau des élèves est en constante évolution et que leur développement cognitif est influencé par les interactions qu'ils ou elles ont avec les adultes, en particulier les enseignants. Une approche empathique et positive favorise un environnement propice à l'apprentissage, tandis que des critiques négatives peuvent entraver ce développement. Voilà, en gros. Voilà. Effectivement, on est à un moment, quand on intervient dans la scolarité des élèves, notamment en primaire et a fortiori en maternelle, on est face à des cerveaux qui sont réellement dans des premières phases du développement cérébral. Je dis première phase parce que évidemment il y a eu plein de choses qui s'est passé avant. Le cerveau commence à se développer avant même la naissance. Dès les premiers jours de gestation, on a déjà les prémices du développement d'un système nerveux central, cerveau et moelle épinière, et puis ensuite cette prémisse tube neural va se multiplier hyper rapidement pour donner naissance à cet organe absolument incroyable qui est le cerveau humain. Et dans les premières années de la vie, il se développe à des rythmes extrêmement importants. C'est-à-dire qu'il y a énormément de ce qu'on appelle de création, de connexion entre les neurones, ce qu'on appelle la synaptogénèse. On crée plein de synapses. Les synapses, c'est les connexions entre les neurones. Et ce qui fait que notre cerveau, il est très plastique. Bon, pour permettre cette synaptogénèse, pour permettre le développement, il est hyper plastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, il est comme une espèce de boule de pâte à modeler qu'on peut façonner très rapidement. On peut le façonner pour le meilleur. Je veux dire, c'est ce qui se passe dans les premières années de la vie. On est très soutenant sur un certain nombre d'apprentissages. Prenons l'apprentissage de la marche. Quand on apprend à marcher, généralement, on a plutôt un soutien extrêmement fort de nos familles. Ça reviendrait à l'idée de personne de hurler sur un enfant parce qu'il s'est levé et qu'il est tombé. Personne ne va lui crier dessus quand c'est un bébé. Le paradoxe, c'est quand on rentre dans les apprentissages cognitifs, parfois, je dis pas systématiquement, mais parfois, on voit que les modes d'interaction et le type de retour qu'on fait sur les apprentissages à l'enfant basculent, deviennent négatifs. Et ça, c'est problématique parce que d'une part, on sait que c'est pas du tout au service des apprentissages de l'enfant. C'est-à-dire que ça va jouer de façon extrêmement négative sur sa motivation intrinsèque, sur sa motivation également extrinsèque. La motivation qui vient de l'intérieur, c'est intrinsèque. Extérieur, c'est typiquement le fait de je vais travailler parce que comme ça, je vais faire plaisir à maman ou papa, et puis après, pour faire plaisir à la maîtresse. Mais ça joue aussi effectivement sur le développement cérébral et notamment sur les régions émotionnelles du cerveau. Et donc, quand on dit comme ça, parfois un peu dans le langage commun, oui, en tant qu'enseignant, vous allez laisser des traces dans le cerveau de vos élèves. Alors, oui, c'est une très belle image. Non, c'est pas une image en fait. C'est hyper réel. C'est réellement, on observe de la neuroplasticité, c'est-à-dire des reconfigurations du cerveau et des différentes connexions et interactions entre les différentes régions cérébrales à l'échelle de quelques dizaines de minutes. Donc en fait, oui, c'est sûr que quand on a une interaction qui peut être une interaction parfois dans laquelle on a pu être un peu négative et ainsi de suite, ça va construire un environnement en tout cas qui peut à terme, pas immédiatement, avoir des impacts
également sur le développement cérébral. Ceci étant dit, pas non plus se dire que si à un moment vous êtes un peu fatigué en tant qu'enseignante et que vous avez une remarque un peu sèche avec un élève, c'est pas foutu pour le reste de sa vie. Oui. Faut être très très clair. Il ne faut pas culpabiliser. Il faut pas culpabiliser ni en tant que parent, ni en tant qu'enseignante. Ça peut arriver d'être pas dans un bon jour, on est humain et ça nous arrive de pas arriver à réguler nos émotions. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est d'une part, justement, d'avoir conscience que plasticité cérébrale, il y a à tous les âges de la vie, a fortiori sur la période du développement cérébral, donc de la période de la gestation jusqu'à 20-25 ans, puisque en fait la fin de cette plasticité très forte du cerveau va s'arrêter entre 20 et 25 ans. Donc ça veut dire qu'on peut toujours rattraper le coup, quoi, pour dire les choses comme ça de façon un peu directe. Et donc en tant qu'enseignante, que parent, si à un moment on s'est laissé emporter, si à un moment on a eu un mot un peu qui va un peu plus loin, les mots vont au-delà de notre pensée, il suffit juste d'en parler avec l'enfant, de lui dire voilà, j'étais pas dans une bonne situation à ce moment-là, mon état émotionnel ne m'a pas permis d'entendre ce que tu me disais, voilà, voire aller jusqu'à s'excuser, c'est quelque chose dans les interactions humaines qu'on fait et on doit le faire aussi avec l'enfant. Et ça a un impact sur le cerveau, justement, ce fameux truc, tu sais, où on dit, il y a deux écoles, entre guillemets, il y a celles qui vont dire surtout pas communiquer de façon longue et de s'excuser, d'expliquer. Est-ce que ça a un impact justement de dire est-ce que c'est mieux de dire bon bah écoute c'est non et c'est comme ça par exemple, ou alors je m'excuse mais sans donner de vraies raisons, ou est-ce qu'au contraire le fait d'expliquer est-ce que ça a un impact? Peut-être juste réexpliquer la question de savoir est-ce qu'une interaction spécifique peut produire un effet sur le cerveau. La réponse est non. Il faut être très clair. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des contextes dans lesquels systématiquement répété ou en tout cas de façon très systématique, il y a un retour qui est systématiquement très sec, très négatif, voire qui va cultiver une certaine forme de violence éducative ordinaire, oui, là, cette fois-ci, aura des impacts, effectivement, sur le développement socio-émotionnel de l'enfant. Et si ça a des impacts sur le développement socio-émotionnel de l'enfant, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça a un impact sur son cerveau. Parce que, en fait, tous nos comportements, toutes nos émotions, toute notre capacité de compréhension du monde et toute notre cognition, elle est régulée par notre cerveau. Donc, c'est très clair. Si vous voyez des modifications du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant, ça veut dire qu'il y a eu des modifications au niveau cérébral. Bon, mais on n'a même pas besoin de faire une IRM pour faire ça, c'est ça que je veux dire. On n'a même pas besoin de faire référence au cerveau. C'est-à-dire que l'idée, alors après se pose la question, une question plus générale, c'est en gros, quel type d'éducation? Est-ce que c'est vraiment très mal de faire de l'éducation positive? Mais en fait, il faut arrêter la caricature sur l'éducation positive. L'éducation positive, c'est pas de ne pas avoir de cadre, c'est avoir un cadre, mais un cadre qui est compris et discuté avec l'enfant, qui, je rappelle juste, répond aux critères de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est une obligation, en fait. Donc, la parentalité positive, l'éducation positive, c'est simplement, en fait, respecter l'enfant comme une personne humaine. Donc, c'est pas ne pas mettre de règles. C'est une caricature totale de l'éducation positive. C'est mettre un cadre, mais ce cadre, il doit être compris par l'enfant. Et il faut qu'effectivement, comme ces décisions impactent sa personne, il faut qu'il puisse la comprendre et qu'il puisse émettre un avis dessus. Il peut être en désaccord, mais on peut aussi lui dire, t'es en désaccord, mais c'est comme ça. Parce que nous considérons, nous, adultes, membres de la communauté éducative, que c'est le meilleur cadre et le cadre le plus propice pour ton développement. Sauf que, si, d'une certaine manière, comme on en parlait dans un autre épisode, on a à un moment une situation dans laquelle on met l'enfant finalement dans une situation où il va se sentir dans une situation par exemple de honte par rapport à ses camarades, on a pu se tromper dans son geste professionnel. Et c'est pas un problème d'aller voir l'enfant après et lui dire écoute, je me suis trompé, voilà, j'aurais pas dû faire des choses comme ça, parce que à ce moment-là on recrée finalement le lien de confiance entre l'enfant et l'adulte, et ce lien de confiance il est absolument nécessaire. Nous sommes des êtres sociaux. Et dans les besoins primaires que nous avons évidemment des besoins physiologiques, mais on a des besoins affectifs. Et les liens sociaux qu'on a avec les personnes de référence, et la maîtresse, la scène dans une salle de classe, c'est des liens sociaux privilégiés. C'est des liens qui sont extrêmement importants pour le développement de l'enfant. Parce que dans le cerveau de l'enfant, il n'y a pas d'un côté le cerveau qui permet d'apprendre des connaissances, puis de l'autre le cerveau pour les émotions. Tout ça, c'est complètement interrelié. Quand l'apprentissage se produit, parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas décréter chez l'enfant. Je vous renvoie à la dernière discussion qu'on a eue ensemble, on peut avoir des élèves qui refusent d'apprendre. Mais si apprentissage il y a une émotion associée. Apprendre quelque chose, il n'y a pas plus... C'est une émotion qui, on le voit bien d'ailleurs chez les élèves, extrêmement fort comme émotion. Se rendre compte qu'on est capable de faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire avant. C'est clair. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, si on veut développer ses compétences chez l'élève et développer ce plaisir d'apprendre, il faut lui faire des retours positifs sur ses apprentissages. Donc les compétences psychosociales sont quand même très importantes dans le développement du cerveau de l'enfant. Alors, elles sont extrêmement importantes, mais elles sont aussi importantes. Même si on a une vision, je dirais, purement scolaire, est-ce que c'est important pour la scolarité de développer des bonnes compétences psychosociales? Mais la réponse est évidemment oui. C'est-à-dire qu'il y a plein
d'études, mais il y a notamment des études longitudinales qui ont suivi les enfants dans le temps, qui ont suivi des interventions qui visaient à développer les compétences psychosociales, notamment le programme qui s'appelle PATH, qui a été testé notamment en Suisse, et qui a montré que quand on forme les enfants à 7-8 ans aux compétences psychosociales, on a des impacts positifs sur toute la scolarité en primaire, mais y compris au collège et au lycée, puisqu'on diminue les risques de décrochage scolaire. C'est quand même pas rien. Et on a plus de ces enfants qui vont aller à l'université. Donc on voit bien que même si on prend des dimensions qui sont les dimensions que valorise beaucoup notre système éducatif, c'est-à-dire la réussite scolaire, ça vaut le coup de développer les compétences psychosociales. Et puis, je parle même pas du coup d'avoir des générations, et la génération d'adolescents actuels qui a 35 à 40% de symptômes dépressifs. Et ça, si vous voulez... Et qui sont graves, mais je veux dire, il faut être très clair. Vous ne pouvez pas apprendre quand vous allez mal. C'est pas possible. Donc en fait, et c'est évidemment un préalable. C'est-à-dire que pour que les enfants apprennent bien, il faut qu'ils se sentent bien. S'ils doivent se sentir bien d'une certaine manière, ou si c'est nécessaire qu'ils se sentent bien, ils ont le droit de pas aller bien. On doit créer les conditions pour qu'ils se sentent bien. Pour créer ces conditions, il faut travailler sur leurs compétences psychosociales. Parce qu'effectivement, c'est un système de prévention des risques psychosociaux qui peuvent apparaître, notamment à l'adolescence, ou quand on a des périodes de crise, parce que si on a 35 à 40% des adolescents qui ont des symptômes dépressifs, c'est parce qu'on est post-Covid. Et c'est pour ça qu'ils vont mal. Parce qu'en fait, on est à un moment du développement où les interactions sociales sont hyper importantes chez l'ado, et qu'en gros, on les a privés de leur interaction sociale. Ouais, c'est ça. Et j'avais une question. Est-ce que c'est vrai qu'un traumatisme, notamment par exemple un souvenir traumatisant d'école, avant un certain âge, ça peut justement avoir des conséquences neuronales, cérébrales, vraiment néfastes, et passer un certain âge, entre guillemets, c'est moins grave. C'est vrai ça ou c'est un mythe justement? C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est des facteurs cumulatifs souvent. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre ces problèmes-là comme des problèmes dans lesquels il y a des multiples facteurs qui sont interreliés. Ce qui est vrai, c'est qu'on a des études, par exemple, qui portent non pas sur des traumatismes à l'école. Il faut quand même bien comprendre de quel traumatisme on parle. C'est ça, de l'exposition à la violence quand on est jeune. Jeune, je veux dire, chez les enfants d'âge plutôt préscolaire. Va avoir des impacts sur le développement de l'axe entre les systèmes émotionnels de notre cerveau, c'est-à-dire ce qu'on appelle le système limbique, enfoui au cœur de notre cerveau, qui va nous permettre de ressentir des émotions, qui va être aussi là pour détecter des menaces potentielles dans l'environnement, qui va être très engagé dans notre motivation, dans notre capacité à ressentir du plaisir. Et pour gérer, globalement, pour réguler nos émotions, on a un deuxième système important dans le cerveau humain, qui est le système, qui est notre cortex préfrontal. Et donc, il y a un axe privilégié d'interaction entre ces deux systèmes dans le cerveau humain. Et effectivement, quand on est exposé très tôt à de la violence, on va perturber la connexion et la connectivité entre ces deux grandes régions du cerveau, et donc ça va évidemment donner naissance à des troubles émotionnels, puisqu'en gros on joue sur le système d'émotion et de régulation des émotions. Ceci étant dit, si on arrive à ce que des enfants qui ont été, par exemple, exposés à des violences très jeunes, on les met dans un contexte social favorable, c'est-à-dire dans lequel ils vont être très soutenus d'un point de vue social, notamment en travaillant sur les compétences psychosociales par exemple, mais aussi en créant des contextes sociaux d'interaction qui sont réellement autour d'interactions de bonne qualité, qui sont soutenants pour l'enfant, on peut complètement normaliser ce qu'on a observé avant. Ok, d'accord. Sur cette... Vraiment, on peut le normaliser du fait de la plasticité cérébrale. Donc il faut aussi faire très attention quand j'entends certaines personnes dire « Oh là là, si vous dites non à un enfant pour une glace, ça va perturber son cerveau pour le reste de sa vie. » Alors attends, on reste calme là. On peut, et c'est plutôt une bonne nouvelle, on a, en tant que parent, on a aussi le droit de se tromper. On peut parfois, effectivement, hausser un peu le ton. On a le droit de dire non à ses enfants. C'est pas un problème. C'est pas une violence éducative ordinaire que de dire non à ses enfants. Sauf qu'effectivement, il faut que le cadre soit connu, qu'ils le comprennent, et que ce soit pas un arbitraire. Parce que vous le savez très bien, enfin, quand de l'arbitraire s'exerce sur nous, c'est insupportable. Il faut pas croire que pour un enfant, ce n'est pas insupportable. C'est tout aussi insupportable. Et j'invite quand même l'ensemble des parents et l'ensemble des membres de la communauté éducative à faire attention. Je regardais la dernière fois une scène de la vie quotidienne parfaitement, je dirais, anodine. Une petite fille qui prend un peu trop de temps pour marcher alors que la maman était un peu... la maman ou le papa d'ailleurs, peu importe, on n'a pas besoin de genrer cette situation. L'adulte référent dans ce contexte-là attrape le bras, mais avec une espèce de rudesse, je dirais, de l'enfant, et tire l'enfant comme ça. Et je me disais, peut-être que pour limiter ce type de comportement, il faudrait qu'un jour, l'adulte soit placé dans cette même situation, avec la même force qui s'exerce sur nous. Mais je veux dire, les enfants, je les vois parfois voler dans la rue. Quand on fait ça, voler, j'exagère, mais je veux dire, décolle du sol. Je veux dire, nous, si on nous fait ça,
ça serait parfaitement insupportable. On ne pourrait pas le supporter. Donc il faut juste qu'on fasse attention. Je dis pas encore une fois que ça va détruire la psychologie de l'enfant pour le reste de sa vie. Je dis simplement qu'il faut faire attention parce que mis bout à bout, c'est quand même des petites violences qui s'exercent sur l'enfant. Ça peut nous arriver, c'est pas un problème, mais en avoir conscience, se dire oh là, j'aurais peut-être dû faire un peu gaffe, ok, d'accord, je comprends, je suis en retard, mais est-ce que vraiment la bonne réponse c'était celle-là? Je pense que c'est important qu'on arrive à se poser collectivement ce type de questions. Ouais, moi c'est vrai que ça fait écho à un truc que je ressens très très fort avec mes propres enfants notamment et avec les élèves aussi. C'est ce côté où j'ai toujours, je sais pas si c'est forcément pertinent, mais où j'essaye toujours de voir le futur adulte que j'ai en face de moi, en me disant toujours, on a tendance, et notamment avec nos propres enfants, même peut-être parfois avec nos élèves, à s'approprier. Il y a un sentiment de possessivité, je trouve, au niveau des enfants. Et c'est vrai que pour moi, c'est ça qui fait qu'on a certains gestes parfois ou certaines paroles qui sont inappropriées parce que on ne s'imagine pas finalement la personne indépendante, enfin même pas indépendante à ce moment-là, mais en tout cas qu'elle deviendra un jour. Ouais. Et effectivement, on se met pas à leur place, quoi. Et moi, j'estime que ce travail-là, moi, me permet justement de prendre du recul et d'essayer d'adopter une posture bienveillante, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais je voulais juste qu'on parle aussi des vrais gros traumatismes. Alors là, pas forcément liés à l'école, mais voilà, que ce soit un enfant qui a vécu une agression sexuelle, une agression physique, etc. Des traumatismes vraiment très compliqués, mais à un moment T de leur vie, au niveau du cerveau, ça s'effacera jamais. Encore une fois, c'est des facteurs propices en fait pour que se déclenche chez certains de ces enfants du stress post-traumatique, un symptôme de stress post-traumatique. C'est pas le cas chez tous les enfants, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Okay. C'est-à-dire que c'est difficile de vous répondre parce qu'en fait, quand on regarde la variabilité de ce que ça produit, c'est vrai, tout à fait, mais c'est des mécanismes de cascade biologique. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un traumatisme qui crée un facteur de risque. Et puis, vous avez des environnements qui vont venir soit compenser pour ce traumatisme, soit ne pas compenser pour ce traumatisme. C'est-à-dire que si on est très bien pris en charge, si on a un tissu social très soutenant pour l'enfant, on va pouvoir éviter la survenue de ce stress post-traumatique. Okay. Et quand on se dit toujours, c'est plutôt quand c'est plus jeune que c'est plus grave, c'est pas vrai, parce qu'en fait, le cerveau, il a des phases de développement avec des phases dans lesquelles il est plus ou moins sensible à l'environnement. On est beaucoup plus vulnérable quand on est plus jeune. Ça, c'est vrai. Donc, on n'a pas forcément les mêmes capacités à pouvoir se défendre dans un certain nombre de contextes. Mais à l'adolescence, on sait que des traumas à l'adolescence peuvent avoir des répercussions tout aussi fortes que dans les toutes petites années de la vie, simplement parce qu'on a des moments du développement cérébral dans lesquels, justement, cet axe cortex préfrontal, système limbique, est en plein développement, et donc il est très plastique, donc très sensible à ce qui peut se passer à cette période de la vie. Donc il faut juste un peu sortir justement de cette idée toujours de dire oui quand ils sont petits c'est très dangereux, puis quand ils sont un peu plus grands c'est moins. Non, c'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Ils sont plus vulnérables, certes, mais ça veut pas dire que c'est moins dangereux pour un adolescent d'avoir subi un traumatisme, parce qu'effectivement il est à des moments dans lesquels le système limbique est beaucoup plus actif que quand on est enfant, et il a un système préfrontal qui est pas encore hyper fonctionnel, et que donc ça peut créer effectivement l'émergence de stress post-traumatique. Mais encore une fois, en fait le véritable message c'est de dire tout enfant qui a subi tout type de violence, c'est ça dont on parlait tout à l'heure, il faut bien... Quand je parlais de violence hors dehors de l'école. Tout type de violence, a fortiori quand c'est des violences sexuelles, doit être prise en charge le plus tôt possible, parce que c'est un gage finalement de pouvoir éviter la survenue ensuite en cascade de troubles qui pourraient survenir de ce fait-là. Et donc on parlait aussi dans un autre épisode du collège et de ce moment très difficile en général pour la plupart des jeunes du collège. Il peut y avoir quand même des interactions avec des adultes au collège qui peuvent être quand même traumatisantes. Parfois, ça arrive. Oui, alors... De situations de harcèlement aussi. Ou de situations de harcèlement. Et il faut bien comprendre qu'effectivement, le collège, c'est un moment complexe parce que c'est un moment de transition. C'est un double moment de transition. Déjà, il y a la liaison élémentaire-collège. Donc ça crée un premier moment de complexité. On était les plus grands de l'établissement, on devient les plus petits de l'établissement. Et ça paraît rien, mais c'est déjà hyper compliqué à gérer, je veux dire. En plus, on est encore au collège. On a toute la population des enfants. Je veux dire, c'est aussi ça, en tout cas, jusque les premières, en 6e et en 5e, il y a encore tous les enfants. Il n'y a pas, notre système éducatif n'a pas fait le grand tri social qu'on verra ensuite. Et c'est, je dirais, intéressant, mais c'est aussi des moments dans lesquels on a une extrême différence entre les individus. Le moment où il y a plus de variabilité entre les individus, d'un point de vue développemental, c'est le moment de l'adolescence. Et donc, c'est y compris dans ce moment du collège. Et donc, ce moment du collège fait qu'on a des élèves qui ont 4 ans de différence, qui ont des stades de développement pubertaire extrêmement différents, donc ils sont à des stades de développement très différents, et donc là peut s'exercer effectivement des mécanismes de harcèlement qui sont plus fréquents que dans d'autres situations, mais aussi parce que on a des structures
de prise en charge des élèves au collège qui sont pas adaptés aux élèves notamment de 6e et de 5e. C'est-à-dire que si on veut améliorer le bien-être des élèves en 6e et en 5e, il y a une chose qu'il faut faire demain dans tous les collèges de France, il faut qu'ils arrêtent de changer de classe. C'est leur première cause d'anxiété au collège. Bon, bah, c'est pas très difficile à mettre en place. La première cause, c'est le changement de lieu. C'est le fait qu'ils pensent qu'ils ne vont pas trouver leur classe. Et comme ils pensent qu'ils ne vont pas trouver leur classe, ils vont être en retard. Et comme on leur a dit que s'ils étaient en retard, ils auraient un mot dans le carnet, ça les fait stresser. Bon, bah, on fait un truc simple, c'est-à-dire qu'on met tous les élèves de 6e et de 5e, dans la mesure où c'est possible. Et tiens, je remarque, surprise, dans plein de collèges privés, les élèves ne changent pas de classe. Donc, dans les collèges publics, pour travailler sur le bien-être des élèves, on maintient les élèves dans leur classe. Ils ont une classe et c'est les profs qui changent de classe. Et on va rassurer tout de suite les enseignants, les enseignantes et les proviseurs, s'il y a des proviseurs. Ça va bien se passer. Parce que comme ça sera leur classe, il y aura beaucoup moins de détérioration de matériel. Bah oui. Et on peut même mettre quelqu'un en charge de la classe. Donc, ça responsabilise l'élève face à la classe. Donc, en fait, on peut travailler autour, justement, de ces compétences psychosociales à travers des modes d'organisation différenciés. Bah oui. Et juste quand même rappeler qu'on a fini, nous, une étude sur les notes au brevet, qui montrait que quand on regarde les facteurs de résilience scolaire, ça, quand on regarde, en gros, qu'est-ce qui fait que des élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés, alors qu'on a un système éducatif extrêmement inégalitaire, qu'est-ce qui fait que les élèves de milieux sociaux défavorisés réussissent bien au brevet, aussi bien que ceux qui viennent de milieux sociaux favorisés? Le premier facteur qui sort d'explicatif, c'est le bien-être au collège. Ah oui. C'est le premier facteur de résilience. D'accord. Bon, ensuite, il y en a d'autres, mais juste pour mettre la focale sur le fait qu'il y a un véritable enjeu à travailler sur le bien-être, parce que c'est aussi permettre aux élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés, potentiellement, de réussir dans notre système éducatif. Donc ça permettrait de réduire les inégalités. Donc c'est un des facteurs. Un des nombreux facteurs qu'il faudrait essayer d'activer pour essayer de réduire un peu les inégalités, comme la mixité, ce qu'a fait de façon extrêmement efficace l'Académie de Paris notamment. On a quand même augmenté, grâce à AFEMNet, de 30% la mixité sociale dans les lycées. Je veux dire, c'est en une année. Enfin, c'est du jamais vu. Et il faut qu'on rappelle, il faut s'adresser en fait aux familles favorisées. Il faut leur dire en fait, c'est une chance pour vos enfants d'être avec des enfants de milieux sociaux différents. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on apprend à vivre en société. Ça va leur donner des compétences pour le reste de leur vie. Donc arrêtez de les mettre dans le privé parce qu'en fait c'est une perte de chance pour vos enfants. Il y a un enjeu capital à ce que les gens apprennent à vivre ensemble, et le seul moyen de vivre ensemble quand même et d'apprendre à vivre ensemble, c'est d'être ensemble. Il n'y a pas d'autre possibilité. Bah nous on leur explique en plus que par exemple nous on en aurait plus, on a des moyens extraordinaires qui en plus vont bénéficier à leurs enfants. Moi je leur explique, oui on a des familles en errance encore aujourd'hui et les enfants dorment dehors concrètement, et ces familles-là en plus elles ont une telle envie de réussite pour leurs enfants, et effectivement sont donc forcément mélangés, il y a une mixité sociale, et les familles favorisées, et bien moi je leur explique qu'au contraire vous vous rendez pas compte, il y a des partenariats avec le musée du Louvre, etc., parce que dès qu'on met plus on obtient tout, et en plus vos enfants vivent, apprennent la tolérance, apprennent la différence. C'est à la limite pour les enfants de milieux défavorisés pour qui ça peut être difficile parce qu'ils vont ensuite voir des différences entre eux, et nous on voit autant en maternelle ça va, mais en élémentaire malheureusement il y a quand même des phénomènes de dépression chez les enfants qui vivent dehors, qui n'ont pas les mêmes moyens, tout ça on a quand même beaucoup de mal à le gommer, mais moi je trouve ça aussi incroyable que ces familles favorisées aient tellement peur de la mixité. Enfin je trouve ça complètement fou. Et je pense qu'il faut les rassurer là-dessus. Justement je pense qu'il faut marteler l'idée qu'au-delà d'accéder à plus de moyens, s'ils laissent leurs enfants en REP ou en REP+, il faut aussi leur dire que réellement, c'est pas simplement pour avoir un discours politique, les données montrent que quand on vient d'un milieu social favorisé et qu'on fait sa scolarité dans des écoles mixtes socialement, ça bénéficie à des compétences qui sont des compétences pour bien réussir dans la vie. Donc si vraiment ils veulent les mettre en condition de bien réussir dans la vie, mais il faut leur donner cette chance-là. Après, à l'institution de faire le travail pour qu'effectivement, il n'y ait pas de violence inter-élèves et ainsi de suite. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on martèle. C'est-à-dire que c'est aussi important que les familles favorisées comprennent qu'en fait, c'est pas juste entre guillemets, faire une bonne action que de rester dans c'est pas vrai, c'est une chance pour leurs enfants. Ils ont peur du niveau. Ils ont peur du niveau, mais je pense parce que souvent, c'est non seulement le niveau scolaire dont ils ont peur, mais ils ont peur surtout de la violence, du harcèlement, de l'intimidation. Mais on est d'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille dans les établissements, c'est comment on s'assure de créer des environnements et des contextes bienveillants dans lesquels effectivement on limite les violences. Mais il y a à Paris des collèges qui sont des collèges très mixtes socialement, dans lesquels, je suis désolé, il n'y a pas
de violence, ou très 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 peu. Il peut y en avoir comme dans n'importe quel. Moi, je passais par des collèges, y compris dans le lycée favorisé dans lequel j'étais, ou dans lequel il y avait des violences interélèves. Donc c'est pas l'apanage. C'est pas l'apanage, voilà. Je pense que collectivement, il faut surtout trouver des moyens de créer des environnements qui soient des environnements dans lesquels on limite au maximum les violences interélèves. Dans le 18e arrondissement, il y a une initiative qui a été faite entre 2 collèges. Ils ont mixé la population du collège Corrisvox et la population du collège Berlioz. Ouais. Et ils ont mis, donc chaque année, il y a les 6e et les 4e sont dans un collège, et les 5e et les 3e sont dans l'autre collège. Il y en a un qui est plus défavorisé que l'autre. Voilà. Et donc ils ont mixé une population un peu plus favorisée du Haut-Montmartre et une population un peu plus défavorisée, avec un IPS moindre, plutôt vers le périphérique, vers la petite ceinture et le périphérique. Et ce qui fait que ça répond aussi à ta problématique de tout à l'heure, à ton interrogation. Enfin non, c'est la problématique vraiment où les 6e se retrouvent les plus petits. Là, les 6e se retrouvent avec les 4e, donc ils sont quand même, ils n'ont pas trop peur. Les 4e, eux, ne sont pas en compétition parce qu'il n'y a pas de plus grand. Ils peuvent pas être en compétition avec des 6e, donc il va y avoir un tutorat qui va se mettre en place. Et pareil avec les 5e et les 4e. Donc on évite cette compétition dont tu parlais, cette peur aussi. Et puis on mixe les enfants. Ils changent de classe. Ça, je ne sais pas. Ils ont mais juste, c'est notamment Julien Grenet qui a suivi cette expérimentation, et donc j'invite les gens à aller regarder les données objectives finalement de l'expérimentation qui a été mise en place, donc la mixité et tout ça. Ceci étant dit, quand vous parlez avec les gens de l'académie, ça a été extrêmement complexe à mettre en place. Et c'est pour ça que il y a une résistance des parents. Aujourd'hui, ils sont un peu c'est un peu à l'arrêt cette initiative parce que c'était trop complexe du point de vue des parents. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à s'adresser aux parents et qu'on réexplique encore une fois que c'est pas une question simplement de faire des bonnes œuvres. En fait, c'est au bénéfice de leurs enfants. Il faut qu'ils le comprennent. Ces compétences psychosociales, elles doivent se travailler depuis la petite section de maternelle, que c'est un enjeu, qu'elles doivent associer les parents. C'est-à-dire que les parents doivent comprendre finalement l'enjeu de travailler ces compétences psychosociales, que les compétences psychosociales, c'est pas que les cours d'empathie, c'est beaucoup beaucoup plus large, et que ça relève par exemple de la capacité à autoréguler ses comportements, à se maîtriser dans un certain nombre de contextes, que le jeu peut être un formidable moyen de développer ses compétences et d'apprendre justement à gérer sa frustration, à gérer les comportements qu'on peut avoir dans un certain nombre de contextes, et de dire que ça doit être pensé de façon, c'est très progressif, c'est comme n'importe quel apprentissage, on peut pas se dire que les compétences psychosociales, on va libérer 10 heures dans le programme et puis c'est fini. Non, je suis désolé, si on accepte que être un bon lecteur ça prend plus de 6 ans, développer des bonnes compétences psychosociales c'est pareil, ça prend beaucoup de temps, et c'est une approche très itérative et cumulative de ces compétences, et donc il faut libérer du temps pour travailler ces compétences psychosociales. Tu sais ce qu'on pense, c'est que même les fiches de prep, comme on les appelle, c'est très pédago ça, mais en gros quand on prépare une séance de classe et qu'on se sert d'un manuel, on a la fiche de prep avec les objectifs, etc. Nous, on pense qu'il faut absolument un encart compétences psychosociales, parce que dans chaque activité qu'on fait, on peut y mettre des compétences psychosociales. Je pense que ça, c'est une chose qu'il faut qu'on dise très clairement aux enseignants et aux enseignantes. Il y a plein d'activités que vous faites déjà aujourd'hui, et plein de pratiques pédagogiques qui développent les compétences psychosociales de vos élèves. Ceci étant dit, comme vous ne faites pas de retour sur cette dimension à vos élèves, ils ne peuvent pas développer cette compétence, ou ils la développent sans en avoir conscience. Exactement. Et donc, un véritable enjeu, c'est que si vous faites travailler vos élèves en groupe, que vous les avez fait collaborer. D'une part, j'espère que vous leur avez enseigné comment collaborer, parce que c'est difficile d'apprendre à collaborer, donc ça s'apprend. C'est aussi une compétence qui s'apprend. C'est pas inné, il faut l'apprendre. Même si on a des compétences, des proto-compétences sociales et psychosociales, il faut quand même les développer. Donc ça s'apprend, ça s'enseigne. Et puis surtout, il faut faire des retours sur cette dimension aux élèves, parce qu'une fois que l'élève se dit « Ah oui, d'accord, ok, j'ai fait une activité maths, mais en fait, l'enseignant, il m'a mis en groupe, parce que comme ça j'ai pu collaborer avec mes camarades, et puis en fait ça m'a rapproché de mes camarades, et puis je fais pas toujours les groupes de la même manière parce que sinon je crée des phénomènes dans nos groupes et ainsi de suite. En fait ça c'est extrêmement formateur, et ça nécessite pas en fait de tout chambouler, parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, on dit ah oui d'accord, un nouveau truc dans le programme. En fait c'est pas un nouveau truc dans le programme, c'est juste soyez attentive finalement à cette dimension là dans les pratiques pédagogiques que vous mettez en place, et si vous arrivez à faire des retours à vos élèves sur ces dimensions, à aussi les évaluer en termes de acquis, en cours d'acquisition et ainsi de suite, c'est hyper important pour eux, parce que ça leur permet de se positionner aussi, et quand on se positionne par rapport aux compétences qu'on est en train d'acquérir, c'est aussi un formidable levier pour s'engager dans les apprentissages. C'est être explicite. Oui, exactement. Ouais. Et puis c'est s'en rendre compte, c'est ce que tu disais, vraiment se rendre compte de ce qu'on est en train d'apprendre, et pas seulement la compétence spécifique. C'est ça. C'est, ah oui, là aussi, je voudrais leur apprendre telle compétence, je voudrais leur apprendre à travailler ensemble,
exemple, je voudrais leur apprendre à ce qu'un enfant ne prenne pas le dessus sur l'autre, mais que ce soit vraiment une décision d'équipe. Et si on n'explicite pas, les enfants ne le ressentent pas. Et c'est vrai que quand on leur dit, même en maternelle, quand on leur dit oui, regarde, j'ai fait ça aujourd'hui exprès parce que je veux que tu apprennes ça, ou même quand moi je leur parle du fonctionnement du cerveau, là regarde ce qu'on est en train de faire, c'est parce que dans ton cerveau, voilà comment ça fonctionne, et ça il faut que tu le comprennes pour mieux apprendre, les mots que je t'enseigne, etc. Tant qu'on leur explicite, ils comprennent, et puis ils le retiennent, parce que la séance d'après, une petite qui me fait là, ce que t'es en train de me lire une histoire, et ben là moi je me fais les images dans la tête, et puis là je les vois bien, et c'est comme ça que je vais bien comprendre. Et ben là je me dis bon bah c'est gagné. Donc ça marche pour les émotions, ça marche. Il faut pas effectivement oublier que toutes les démarches qui relèvent de l'explicitation, elles relèvent en fait de développer les capacités métacognitives des élèves. Et travailler la métacognition, ça se travaille dans le domaine cognitif et aussi dans le domaine émotionnel et dans le domaine socio-émotionnel. Donc il faut effectivement comprendre aussi que comme c'est enseignable, ça peut aussi être enseignable de façon extrêmement explicite, et aussi garder en tête que c'est des êtres humains comme nous, et qu'il y a des moments où ils vont réussir à exprimer leur empathie et d'autres où ils ne vont pas y arriver. Mais je rappelle que c'est exactement comme nous. J'enjoins les uns et les autres qui écouteront ce podcast à essayer de se mettre dans une situation où ils se mettent à la place d'un migrant, et ils verront qu'ils ont des fois un peu plus de mal à être en empathie que quand c'est quelqu'un de leur propre famille. Bon, c'est normal, c'est comme ça que nous sommes construits. Oui. Nous sommes des êtres sociaux qui, pour garantir leur interaction sociale et pour s'assurer que ces interactions sociales vont se maintenir, on a un tropisme, on a un biais de prosocialité pour les membres de notre cercle social proche. Et ben, il faut justement aussi apprendre à lutter contre ça, et l'empathie, c'est une bonne manière de lutter contre ça. Et l'avantage, quand on leur apprend, c'est que même nous, en tant qu'adultes, quand on a un petit coup de mou et qu'on a du mal justement à aller vers l'enfant qui s'est fait mal, ou on est juste fatigué là, et ben j'ai un autre enfant qui y va, qui prend, parce que il a appris l'habitude, qui prend le relais, et même entre eux, je vois, ils prennent le relais, et c'est comme ça, qu'on va contribuer à créer une société d'empathie, on espère. Il faut créer un lien avec les familles et leur expliquer ce que sont les compétences psychosociales, et c'est vrai que c'est, alors, non seulement les familles, mais aussi toute la communauté éducative, parce qu'à l'école, il n'y a pas que les enseignants, il y a les ASEM, il y a les animateurs, il y a tous ces temps, et déjà pour l'enfant, c'est compliqué de comprendre et de connaître toutes ces personnes, si entre nous, on n'a pas le même discours, on n'a pas la même posture, c'est compliqué pour l'enfant, c'est déstabilisant. Donc il faut aussi, je pense, non seulement uniformiser, et qu'on travaille tous et puis être bienveillant les uns envers les autres en tant qu'adultes aussi. Oui, aussi. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas eu des études là-dessus dans certains collèges. Enfin, le fait que les enseignants s'entendent bien, ça joue aussi sur le bien-être. De façon générale, c'est l'environnement en fait. Le bien-être. Un environnement bienveillant va avoir des effets positifs sur les choses. Mais je pense que pour revenir à cette notion que effectivement, ces compétences psychosociales ou socio-émotionnelles, elles ont une double problématique. La première, c'est qu'elles sont peu valorisées, et y compris par certains parents qui, eux, considèrent que l'école, c'est le lieu des apprentissages savoirs fondamentaux, donc c'est de leur dire... Apprenez-leur les maths et le langage. Ne passez pas du temps à faire ça. C'est de leur rappeler, en fait, si, mais c'est au bénéfice des savoirs fondamentaux, donc ne vous inquiétez pas, on va faire les savoirs fondamentaux, mais ils seront beaucoup plus en mesure de rentrer dans les savoirs fondamentaux, parce que justement, on aura travaillé ces compétences socio-émotionnelles. Et la deuxième dimension, c'est évidemment qu'il faut intégrer des différents temps d'apprentissage de l'enfant. C'est-à-dire que c'est aussi très difficile pour lui d'être dans un environnement bienveillant si on a des interlocuteurs très différents dans le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Et donc là, il faut une notion d'intégration beaucoup plus forte au sein de notre école. C'est ce que fait Cap Maternelle notamment. Et c'est un des enjeux. Mais effectivement, l'idée d'avoir par exemple un projet d'établissement éducatif à l'échelle d'un établissement qui réunit toute la communauté éducative dont on a parlé tout à l'heure, je pense que c'est un vrai pas en avant en fait. Et c'est surtout certainement des projets éducatifs qui peuvent intégrer ces dimensions, travailler sur les compétences socio-émotionnelles. Ce qu'on essaie de faire, mais c'est vrai que c'est pas simple, c'est une gageure. Non. Vraiment. Et puis, il y a un grand manque de formation, de temps pour être formé, pour... Eh bien, Grégoire, merci beaucoup pour ta venue. 2 épisodes avec toi. Donc, je rappelle un autre épisode sur ta scolarité, super intéressant, et celui-ci, évidemment, aussi. Quant à nous, on peut nous retrouver sur nos réseaux sociaux @lesélises, et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir.